Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus en détail justement dans les jetons qui sont des jetons de paiement, mais aussi on a parlé de jetons de service, utility token, ou de jetons où on paye justement le service, par exemple, on paye comme une action, en fait. Et puis aussi un petit peu de cette catégorie hybride. Alors là, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais est-ce que vous pourriez finalement nous définir ces différentes catégories un petit peu plus en détail, notamment les utility tokens qui peuvent être super intéressants? Alors, comme je l'ai dit, jetons de paiement qui servent finalement à rétribuer quelqu'un à l'intérieur du système. Okay. Jetons d'utilité qui en fait représentent un service ou un droit au service ou une façon en fait de simplement de pouvoir accéder au service. Et donc ces securities qui sont véritablement en fait des produits d'investissement. Okay. Aller plus dans le détail que ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce qu'il y a... Ouais. Est-ce que justement c'était dans la partie hybride aussi qui était intéressant finalement, qui serait un jeton de paiement et de service? Alors justement, un des points que j'aurais pu préciser, c'est qu'évidemment ces catégories en fait peuvent s'hybrider entre elles, à savoir qu'on peut avoir un jeton de paiement qui soit aussi un jeton securities. Donc on peut avoir en réalité une multiplicité. On pourrait très bien avoir même un jeton qui a à la fois en fait un aspect utilité, à la fois un aspect paiement et à la fois un aspect en fait donc d'investissement. Okay. Vu que ce sont des créations sur une blockchain et que finalement on incorpore ce qu'on veut dans ce jeton, en réalité il faudra toujours avoir cette approche que l'autorité financière appelle substance over form, c'est-à-dire qu'on regarde le vin qu'il y a dedans et pas l'étiquette et pas afin de pouvoir déterminer ce à quoi on a affaire. Et généralement la procédure lorsqu'on on veut développer par exemple un projet, c'est souvent en fait d'aller demander aux gendarmes financiers est-ce que je suis véritablement soumis ou pas en fait à telle ou telle obligation en fonction de ce que moi je vais offrir comme jeton. Voilà. Ok, donc c'est quelque chose qu'on doit faire avec tous les types de jetons, d'aller faire vérifier qu'on relève ou pas, ou simplement quand on pense qu'effectivement il s'agit entre guillemets d'un produit financier, à ce moment-là de faire la démarche vers l'affinement en disant est-ce que vous pourriez auditer entre guillemets Alors si vous pensez que c'est déjà un produit financier, effectivement, alors à mon avis la première chose à faire c'est de contacter un juriste ou un avocat et puis d'aller véritablement vers quelqu'un de spécialisé pour pouvoir savoir exactement en fait à quelle sauce vous allez être mangé ou pas. Et l'idée donc mais si vous avez un doute, généralement c'est quand même un fait révélateur que probablement votre activité est régulée. Et quand on y pense en fait, ce serait injuste de réguler en fait sévèrement certains acteurs et pas d'autres. Voilà, parce que ça créerait finalement il y a véritablement un but dans la régulation, notamment financière. Parce qu'autrement, finalement, on perd un peu pied. Est-ce qu'un utility token, justement, peut être considéré comme un produit financier? Alors oui, sous certaines conditions. La FINMA a donné, par exemple, le cas pratique où, par exemple, le jeton était, par exemple, un jeton d'utilité pure, mais il était offert à un moment où en fait l'ensemble des fonctionnalités par exemple de la plateforme n'étaient pas encore disponibles. Et partant, on avait une situation où on a un jeton d'utilité pure certes, mais étant donné que dans l'offre qui est faite aux utilisateurs, eh bien on promet en fait un nombre de services qui ne sont pas encore là, on a en fait un aspect investissement qui requalifie par exemple le jeton de jeton d'utilité à jetons de securities. Et ça crée une sorte de frein, par exemple, par rapport à ce que l'émetteur et l'initiateur d'un projet va pouvoir, par exemple, proposer dans son prospectus, qui est en réalité le white paper, puisqu'il va avoir tendance, du coup, à réduire, finalement, la liste des services qu'il va en réalité proposer, pour la faire correspondre à une liste de services qui sera vraiment présente au moment de l'émission du jeton, tout en sachant que les personnes vont rester sur ce projet, mais ce n'est pas quelque chose qui promet finalement
aux utilisateurs. Ok. Et c'est peut-être en fait, ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant parce qu'on dit que les blockchains sont en réalité des sortes de programmes informatiques indestructibles qui sont absolument en fait à l'épreuve des balles. C'est vrai dans une certaine mesure, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont juste des programmes informatiques et que finalement, si demain, par exemple, il n'y a plus personne dans la communauté qui développe des mises à jour ou alors qui permet en fait au système simplement de vivre, si en fait tout d'un coup on a les nœuds qui arrêtent de tourner parce qu'ils n'ont plus envie, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, parce qu'il n'y a plus finalement de gouvernance en place qui rend le système du coup par exemple attrayant, voilà, eh bien on pourrait très bien avoir des blockchains qui meurent. Au sens, voilà, pas littéral bien sûr, parce que le blockchain n'est pas une personne physique, ou, voilà. Mais c'est assez intéressant de dire qu'il y a peut-être un mythe derrière qui nous vient probablement des gens qui nous essaient de nous les vendre, par rapport au caractère indestructible et vraiment immutable en fait de la blockchain. En réalité, presque organique, ouais. En réalité, ce sont des personnes physiques qui ont des serveurs qui les mettent en fait à disposition de ce système décentralisé. Ils sont mus, qu'ils le veulent ou non, par une certaine forme de gouvernance. On peut le voir dans des exemples particuliers tels que Libra, où finalement on a vu que les exemples de la gouvernance étaient vraiment en fait très appuyés pour pouvoir permettre en fait une pérennité au système. Et c'est à mon avis, un des aspects essentiels que les gens oublient et en fait qui rappelle quelque part en sous-bassement le droit, parce que quand il y a une gouvernance, on a forcément une forme de société, ou alors... oui, exactement. Oui, donc, je dis ça quasiment au sens juridique, parce qu'on est en train d'essayer de mettre en place les intérêts des uns et des autres de manière concordante et de manière à ce que personne n'ait de mauvaise surprise. Ah, c'est le juriste qui parle. Donc, ce qui fait dire que finalement, on revient à un système, le système n'est pas si disruptif que ça. Les garanties reviennent dans les anciens schémas, en fait. Si on veut pouvoir garantir quelque chose, on est obligé, Il est disruptif dans le sens que notre monde est très basé sur des nations, des frontières, historiquement. C'est-à-dire qu'on évolue, on est d'une nationalité ou d'une autre, on évolue en fait au sein d'un cadre légal qui est limité par des frontières, et on a vu en fait avec les phénomènes comme l'Internet que ces frontières finalement volaient en éclats sous l'effet d'une communication qui pouvait passer d'un bout à l'autre de l'océan en une fraction de seconde. Et en fait, la création de ces blockchains permet en fait une sorte de mondialisation, de globalisation des échanges, comme on n'avait jamais pu le voir. C'est-à-dire que, à part certains étalons, comme l'or, par exemple, où on sait que si on va ou en Suisse ou en Chine, on offre une pépite d'or à quelqu'un, cette personne-là va en fait considérer ça comme une sorte de valeur. On avait très peu en fait d'étalons. Qui était en fait aussi universalisé, les talons or, par exemple. Et donc c'est très intéressant de voir en fait ce genre de projet, par exemple le projet Bitcoin, qui littéralement ne repose sur rien, mais en réalité représente une valeur pour toute une communauté qui est en réalité transfrontière. Donc c'est vraiment en fait la capacité d'être transfrontière, à mon avis, qui donne toute sa richesse à la blockchain. Et c'est quand on pense aux modèles genre Amazon ou autres, on a vu que la richesse en fait de ces acteurs-là venait de la capacité de pouvoir véritablement mettre en lien des personnes qui étaient très éloignées et de pouvoir en fait leur donner une sorte de marketplace, donc de place de marché, et de pouvoir donc échanger véritablement en faisant fi des frontières. En faisant fi des frontières entre États, en faisant fi de la distance. C'est véritablement ça, en réalité, qui est une véritable richesse. Ok, et donc il pose aussi la question d'un droit qui est un droit international et non pas un droit d'État, avec tous les problèmes, effectivement, qu'on rencontre à l'heure actuelle. Ok.